Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, 1 an déjà depuis l'investiture de Donald Trump. 1 an de décisions souvent controversées, de tweets très nombreux et de gaffes qui ont fait le tour de la planète. On y revient dans un instant. La tournée du pape François au Chili et au Pérou, visite sur fond de scandales de pédophilie qui ont secoué l'église catholique ces dernières années, notamment en Amérique latine. Et puis on l'appelle déjà la maison de l'horreur, celle du couple Turpin, située à 2 heures au sud-est de Los Angeles. 13 frères et sœurs y étaient retenus enfermés, pour certains enchaînés et affamés. Une découverte qui a choqué bien au-delà des États-Unis. Tous les détails à suivre dans ce magazine. Et on commence tout d'abord par le chiffre de la semaine. 7, c'est la moyenne des tweets par jour du président Donald Trump depuis son investiture le 20 janvier 2017. C'était il y a 1 an déjà. Une année remplie de décisions, parfois impulsives, en tout cas souvent controversées, mais aussi de gaffes et de dérapages très nombreux. Inès Olagaray. So help me God. Congratulations, Mr. President. Il a fallu moins de 24 heures à Donald Trump pour provoquer le premier scandale de son mandat. Sa cible, les médias. Au lendemain de son investiture, il leur adresse cette attaque cinglante. Je suis en guerre contre les médias. Ils font partie des êtres humains les plus malhonnêtes de la Terre. Dans ce montage vidéo publié sur son compte Twitter début juillet, il se met en scène dans un combat de catch dans lequel il règle son compte à la chaîne CNN. Le président américain n'hésite pas non plus à s'en prendre personnellement à certains journalistes, comme à ce couple de présentateurs de MSNBC qu'il rebaptise la folle Mika au faible QI et Joe le psychopathe. Dans le palmarès des dérapages de Donald Trump, il y a aussi les propos à connotation raciste. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir chez nous tous ces gens venus de pays de merde ? Le président américain désigne ainsi le Salvador, Haïti et plusieurs nations africaines, alors qu'un groupe de sénateurs évoque avec lui un programme d'immigration. Pocahontas n'est pas contente. C'est la pire. Donald Trump n'hésite pas à surnommer Pocahontas la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, en référence à ses origines amérindiennes, ou à affirmer qu'il y a des gens bien des deux côtés lorsqu'un militant antifasciste est tué au cours d'une manifestation de suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie. Personne n'échappe aux critiques au vitriol de Donald Trump, et encore moins la classe politique. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, est en tête de liste, affublé de surnoms tels que l'homme fusée ou petit gros. Quand il regarde vers l'Europe, Donald Trump n'y va pas non plus par 4 chemins. Il déforme sans complexe les propos de Sadiq Khan après l'attentat du 3 juin à Londres. Au moins 7 morts et le maire de Londres dit qu'il ne faut pas s'alarmer. Il accuse aussi directement Angela Merkel de ruiner l'Allemagne par sa politique migratoire. En ouvrant son pays aux réfugiés, il estime que la chancelière allemande a fait une erreur catastrophique. Le New York Times a passé en revue plus de 4000 tweets de Donald Trump et le quotidien américain certifie qu'1 tweet sur 8 comporte une insulte ou une attaque. Mais parmi les dérapages de Donald Trump, il y a aussi les ovnis, comme le fameux kofefe, un mot inventé ou une simple faute de frappe tweetée au beau milieu de la nuit qui a défrayé la chronique. Face à ce constat, ils sont nombreux aux États-Unis à souhaiter qu'une procédure de destitution soit enclenchée et que Donald Trump ne finisse pas son mandat. Si rien n'est moins sûr, l'enquête actuellement en cours sur des liens présumés entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump est vue par beaucoup comme un espoir de parvenir à ce résultat. De simples citoyens se sont même improvisés détectives pour aider à l'avancée de l'enquête. Voyez ce reportage. Depuis 1 an, Wendy s'est lancée dans un puzzle bien compliqué. Des transactions, des rapports d'activité de banques et de sociétés russes gravitant autour de 2 noms, Donald Trump et Vladimir Poutine. Plusieurs fois par semaine, cette électrice démocrate poste ses trouvailles sur les réseaux sociaux. Quand je publie mes graphiques, les gens disent « Oh, regardez tous ces criminels !» Mais il n'y a rien d'illégal. Je montre des transactions commerciales qui sont tout à fait légales dans mon tableau, mais qui valent la peine d'être examinées. Wendy et les autres journalistes citoyens avec qui elle partage ces informations sur Internet sont confiants. L'enquête officielle sur la possible ingérence russe forcera le président à quitter la Maison-Blanche. Les investigations
ont déjà débouché sur l'inculpation de 2 anciens conseillers du président. Depuis le début, Donald Trump, lui, dément toute collusion. C'est un canular démocrate pour justifier la défaite de l'élection. Le milliardaire écologiste Tom Steyer n'a pas attendu la fin de l'enquête. Il a lancé une campagne pour destituer Donald Trump et va dépenser 30 millions de dollars pour aider les démocrates à reprendre la Chambre des représentants, indispensable pour entamer la procédure. J'ai compté. Donald Trump a commis au moins 8 infractions punissables. Il bafoue l'état de droit, il risque le conflit nucléaire. C'est un vrai danger pour notre démocratie et la sécurité du peuple américain. La destitution est une procédure politique déclenchée par une mise en accusation à la Chambre des représentants qui doit être validée par un vote au Sénat. La question que tout le monde se pose est de savoir s'il y aura une preuve tangible qui liera l'ingérence russe à Trump lui-même et prouvera une certaine forme de connivence. Si c'est le cas, c'est de la trahison. Aux États-Unis, aucun président n'a jamais été destitué. 2 ont été mis en accusation avant d'être acquittés. Le dernier, c'était Bill Clinton en 1999. Le pape François est en tournée en Amérique latine, au Chili et au Pérou, où se réunissent pour l'occasion des centaines de milliers de fidèles venus parfois des pays alentours. Mais un voyage qui s'accompagne aussi de tensions sur fond de scandales de pédophilie qui ont touché l'Église catholique en Amérique latine ces dernières années. Axel Simon. Accueil triomphal dans les rues de Santiago. Le pape François s'offre son traditionnel bain de foule parmi les fidèles catholiques. Le fait qu'il ait choisi de venir ici dans notre pays, c'est incroyable. Le pape vient tout juste de nous bénir et c'est fabuleux. J'ai ressenti quelque chose de très fort. Quand il s'est approché, je lui ai demandé la santé pour moi et pour le pays. D'un côté, les fidèles et de l'autre, des ballons noirs tenus par ces manifestants qui réclament des comptes au souverain pontife sur les scandales de pédophilie. Si le pape prône une tolérance zéro face aux abus sexuels, les associations de victimes lui demandent maintenant de passer à l'acte. Le pape est responsable. Il devrait les envoyer en justice pour qu'ils soient soumis aux mêmes procédures que le citoyen lambda. Mais il les protège et les cache. Et c'est comme cela qu'on a pu voir l'évêque Juan Barros aux côtés du pape lors de la messe. Le Chilien Juan Barros a été nommé évêque en 2015 par le pape François. Un homme accusé d'avoir couvert son ancien mentor, le père Fernando Karadima, qui a été reconnu coupable d'actes de pédophilie sur des adolescents au terme d'une enquête du Vatican en 2011. Au total, près de 80 hommes d'église ont été accusés d'avoir abusé sexuellement des enfants au Chili depuis l'an 2000, selon l'ONG Bishop Accountability. Le pape a présenté ses excuses aux victimes. Je ne peux m'empêcher d'exprimer la douleur et la honte que je ressens face au mal irréparable fait à des enfants par des membres de l'Église. Le pape François veut aussi rassurer les peuples autochtones qu'il a souhaité rencontrer sur leur territoire à Temuco, au centre du pays. Les Indiens Mapuche représentent 7% des 17 millions de Chiliens. Depuis des décennies, ils se battent contre l'État et des entreprises privées pour récupérer leurs terres ancestrales spoliées au XIXe siècle et devenues l'une des régions les plus pauvres du pays. Ils attendent beaucoup de cette visite du pape et nourrissent l'espoir que leur combat soit ainsi mieux entendu. Aux États-Unis, une nouvelle voix s'est ajoutée à la liste des personnes qui accusent l'ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique d'agression sexuelle, celle de la superstar Simone Biles, quadruple championne olympique. Au total, plus d'une centaine de gymnastes dit avoir été victimes de Larry Nassar, dont le procès est en cours. Déjà condamné à 60 ans de prison pour pédopornographie début décembre, il risque à présent la perpétuité. On en vient maintenant à ce sordide fait divers qui a choqué les États-Unis et bien au-delà, la découverte dans une maison du sud-est de Los Angeles de 13 frères et sœurs enfermés par leurs parents, pour certains enchaînés et affamés. C'est l'une des sœurs qui a donné l'alerte. Le récit de nos confrères de France 3. L'horreur
Derrière les murs de ce pavillon cossu à 2 heures de Los Angeles, 13 frères et sœurs, dont un enfant de 2 ans retenu captif, dans le noir, pour certains enchaînés à leur lit, affamés par leurs propres parents. Une scène sordide, bien loin de l'image de la famille modèle que le couple diffusait sur les réseaux sociaux. Pourquoi et depuis quand la fratrie était-elle séquestrée? Aussitôt arrêtés, les parents n'ont encore livré aucune explication. Lorsque les policiers sont arrivés dans la maison, ils ont découvert des enfants dénutris, très sales. Leurs conditions de vie étaient terribles. Ils étaient scolarisés à domicile. Il n'y avait apparemment pas d'autres élèves avec eux, mais nous n'en sommes qu'au début de l'enquête. Et à ce stade, on ne peut pas vous en dire plus. Arrivés dans ce quartier en 2014, leurs voisins ne se sont doutés de rien, même si certains trouvaient la famille étrange. J'ai toujours eu un doute. Devant cette maison, on ne voyait jamais rien bouger. Les plus âgés des enfants semblaient avoir quelque chose comme 12 ans. Ils étaient si amaigris, si pâles. C'est la raison pour laquelle je les chose bien plus jeunes que ce qu'ils n'étaient. Leur cauchemar aurait pu durer encore longtemps si dimanche, l'une des sœurs ne s'était pas emparée d'un téléphone portable pour donner l'alerte. En 2016, la famille s'était retrouvée à Las Vegas pour ce qui ressemble à un mariage. Tout le monde affichait alors un visage radieux. David et Louise Turpin, 57 et 49 ans, ont été inculpés pour torture et mise en danger d'enfants. Les 13 frères et sœurs sont toujours hospitalisés. Et on termine avec ces images qui nous viennent de Chicago, touchées par une intense vague de froid. Elle a transformé la plage du lac Michigan en un gigantesque parc de glace. Et c'est la fin de ce magazine que vous pouvez revisionner sur notre site internet www.france24.com. Merci de votre fidélité.